Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast de l'Institut Wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique, l'IWEPS, consacré à ses publications, travaux et actualités. À la présentation Aurélie Hendrix et à la technique Laurent Verly. Aujourd'hui nous recevons François Guesquière, chercheur à l'IWEPS. À l'approche de la journée mondiale de lutte contre la pauvreté du 17 octobre prochain, il vient nous parler d'une nouvelle publication dans la collection Regards statistiques intitulée Monoparentalité, étude des situations de garde d'enfants de parents séparés. Bonjour François. Bonjour Aurélie. Alors ce regard statistique se penche sur la question des familles monoparentales et recomposées en fonction de la manière dont est organisée la garde des enfants. Votre objectif était de pouvoir mieux cerner les différentes configurations familiales, famille monoparentale, famille recomposée, garde partagée de manière égalitaire entre les deux parents ou pas, tant d'un point de vue de leur fréquence que des situations socio-économiques qui y sont associées. Oui, mais donc il faut d'abord savoir que en statistique, classiquement, chaque personne normalement appartient à un seul ménage. Alors ça ne correspond pas du tout à la situation des enfants de parents séparés, puisqu'ils peuvent appartenir aux deux ménages, passer du temps de manière plus ou moins équitable dans chacun des ménages, mais c'est pas toujours le cas. C'est difficile de sortir de cette approche classique de la statistique, parce que les données administratives ne nous aident pas. Donc quand on travaille sur des données par exemple, qui proviennent du registre national, chaque personne est domiciliée à un seul endroit. On n'a pas des enfants qui sont domiciliés à la fois chez le père et chez la mère, donc ça ne permet pas de mieux comprendre cette situation de garde partagée ou de monoparentalité qui peut être plus ou moins complexe. Et les données d'enquête sont aussi généralement basées sur le registre national. Et même si parfois il y a des corrections, on ne sort pas de cette logique d'individus qui sont encastrés dans des ménages. C'est aussi pertinent quand on travaille sur des variables aussi au niveau des ménages. Alors on a eu la chance en fait en 2021 d'avoir une enquête qui a été réalisée par Statbel, donc c'est l'enquête Silk, qui est une enquête qui est réalisée en face à face auprès de peu près 6000 ménages en Belgique dans un cadre Eurostat et qui porte principalement sur les revenus et conditions de vie. Mais en 2021, cette enquête-là a eu un module spécifique sur la question de la monoparentalité et des enfants de parents séparés. Et il y a eu une question qui était particulièrement intéressante où on posait la question aux ménages qui étaient interrogés sur les enfants qu'ils avaient, y compris ceux qui ne sont pas domiciliés dans le ménage, combien de jours en moyenne par mois passaient-ils dans le ménage? Ce qui permettait donc de mieux cerner la situation de fait, parce qu'il faut aussi savoir que la situation de droit peut être différente. Donc on peut avoir un accord suite à une séparation, mais dans les faits, les enfants parfois résident plus ou moins chez un parent, et ça ne correspond pas toujours nécessairement à ce qui est prévu dans la séparation. Alors, ça nous a permis de développer une recherche sur la question spécifique de la monoparentalité avec cet angle d'approche un peu nouveau où on essaie de vraiment se baser sur la situation de fait et pas uniquement sur la situation théorique de domiciliation. Il y avait deux questions qui nous intéressaient particulièrement dans cette étude. C'est d'abord essayer de comprendre les types de gardes, comment finalement les enfants vivent au quotidien, avec qui vivent-ils. Est-ce qu'on a plutôt des gardes partagées égalitaires? Est-ce qu'on a plutôt des enfants qui vivent chez la mère uniquement, chez le père uniquement? Et puis l'autre question, qui est un peu en lien avec la première, c'était de comprendre un peu les niveaux de vie des enfants. On parle beaucoup des familles monoparentales comme dans des familles plus pauvres, mais est-ce que c'est lié au type de garde aussi? Donc, est-ce qu'il y a des différences de niveau de vie entre les enfants qui sont dans des situations différentes? Et est-ce que cette situation, est-ce qu'elle est différente selon les modes de garde? Alors il faut être un peu prudent aussi dans l'interprétation du lien entre ces deux éléments qui sont le niveau de vie des enfants et le type de garde, parce qu'on peut être tenté d'interpréter ça de manière causale en disant tel type de garde va mener à tel niveau de vie, mais on a peu d'informations, ou presque pas d'informations sur des éléments qui sont fondamentaux, qui sont d'une part comment la séparation s'est déroulée, parce qu'on peut avoir une séparation qui s'est bien passée ou une séparation qui était beaucoup plus conflictuelle, et ça peut avoir des conséquences sur le niveau de vie après la séparation. Et d'autre part, on n'a pas d'informations, ou très peu là d'informations sur quel était le niveau de vie avant la séparation. Le seul élément qu'on a, et j'y reviendrai, c'est la question du diplôme du parent, qu'on peut imaginer qui n'a pas changé par rapport à avant la séparation, qui est la seule information un peu sur comment c'était avant. Alors un dernier élément, on s'est intéressé à la fois à la Belgique et à la Wallonie. On voulait comparer la situation wallonne avec l'ensemble de la Belgique pour voir est-ce qu'il y avait des différences, est-ce qu'il y avait une spécificité, et globalement c'est assez similaire. Donc tout ce que je vais raconter ici, globalement, est vrai tant pour la Wallonie que pour la Belgique. Voilà. Et donc, pour la première fois, vous avez étudié la situation des enfants à partir de données d'enquête qui permettent de mesurer le temps passé chez le parent interrogé. Selon votre étude, comment sont donc organisées les gardes des enfants ?
Mais il faut d'abord savoir qu'en fait, la majorité des enfants ne vivent pas en garde partagée parce qu'ils vivent avec leurs deux parents. Donc en Wallonie et en Belgique, on a à peu près 3/4 des enfants qui vivent avec leurs deux parents, dont les parents ne sont pas séparés. Ça donne environ à peu près 500 000 enfants en Wallonie. Quand on parle d'enfants, on parle aussi de tous les enfants qui ont moins de 18 ans parce que l'étude n'a pas de données sur les enfants majeurs. Il faut savoir qu'il y a quand même un effet d'âge, donc on dit 3/4. Plus les enfants avancent en âge, plus il y a une chance que leurs parents soient séparés. Et si on prend par exemple les adolescents, là on est plutôt à 2/3 seulement d'adolescents qui vivent avec leurs deux parents. Alors, parmi les enfants dont les parents sont séparés, donc le quart de l'ensemble des enfants en Wallonie, la situation la plus fréquente, c'est de vivre uniquement avec la mère. Donc là, on a à peu près 2/5 des enfants qui vivent tout le temps avec la mère. Ça fait à peu près, en termes d'enfants en Wallonie, c'est à peu près 100 000 enfants. C'est des situations où il y a visiblement plus de relations avec le père, ou des raisons très épisodiques, pas un week-end par mois, moins que cela, juste des rencontres encore un petit peu, mais parfois plus du tout de contact. Alors il y a d'autres situations, par exemple, on a un enfant sur 6 qui vit majoritairement avec sa mère. Ça c'est la situation plus classique où il habite chez sa mère, mais il voit encore plus régulièrement son père. Donc par exemple un week-end sur 2 chez le père, une partie des vacances chez le père. On a à l'inverse ces situations où l'enfant vit chez le père majoritairement ou totalement chez le père sont beaucoup plus rares, puisqu'on a seulement un enfant sur 20 qui est dans cette situation-là. Et puis, il y a la garde plutôt égalitaire, où là, on est à peu près du moitié-moitié, où l'enfant est à moitié chez son père et à moitié chez sa mère. Et là, c'est quand même pas si fréquent que ça, puisqu'on a seulement un enfant sur 5 de parents séparés qui est dans cette situation-là. Il y a aussi des autres situations qui sont moins fréquentes, mais qui sont plus particulières, par exemple des enfants qui vivent ni avec leur père ni avec leur mère, ou qui sont domiciliés chez leur mère, mais qui passent une minorité du temps, parce qu'ils habitent la majorité du temps ailleurs, peut-être chez un oncle, une tante, en internat. La situation plus atypique existe aussi. Alors, il faut savoir qu'on a quand même, c'est assez surprenant peut-être comme résultat, parce qu'on a un décalage finalement entre le droit, où depuis 2006, on a une réforme du droit du divorce, qui vise à promouvoir et à privilégier finalement l'hébergement égalitaire entre les deux parents. Mm-hmm. Et cette situation ne correspond dans les faits qu'à 1/5 en fait des enfants de parents séparés. Mais il faut quand même être un peu prudent aussi, parce qu'on peut un peu peut-être regretter le fait qu'on s'éloigne peut-être des objectifs juridiques, mais il peut y avoir de très bonnes raisons en fait de pas privilégier l'hébergement égalitaire. On peut avoir des situations d'un parent qui habite très loin, donc c'est vraiment pas possible de le recevoir en semaine pour aller à l'école. On peut avoir des situations aussi de séparation qui s'est mal passée, avec des cas de négligence, de violence, etc., où c'est pas nécessairement souhaitable d'avoir une garde partagée égalitaire dans tous les cas. Et les données que vous avez étudiées indiquent aussi que les familles recomposées sont relativement peu fréquentes. Oui, donc les familles recomposées sont peu fréquentes. En fait, quand on regarde dans les données de l'enquête, la part d'enfants qui ont un beau-parent, c'est seulement 1/5 des enfants dont les parents sont séparés qui ont un beau-parent. Alors quand on regarde qui sont ces beaux-parents, on a finalement plus de beaux-pères que de belles-mères. Mais en réalité, c'est plus les hommes qui se remettent avec un nouveau partenaire que les femmes. Ça peut paraître paradoxal, mais ça s'explique simplement parce que on a beaucoup plus d'enfants qui vivent avec leur mère que d'enfants qui vivent avec leur père. Donc là, la manière aussi dont on a défini ici la présence d'un beau-parent, elle est assez restrictive, puisque on ne prend en compte que le ménage où l'enfant vit la majorité du temps. Donc si en tant qu'enfant, vous vivez avec votre mère et que vous voyez votre père toutes les 2 semaines et que votre père s'est remis à quelqu'un, on ne va pas considérer que votre belle-mère est une belle-mère selon l'étude ici. L'autre élément aussi qui est restrictif, c'est que c'est uniquement les beaux-parents qui vivent dans la famille qui sont pris en compte. Donc si votre mère a une nouvelle relation, mais que cette personne ne vit pas avec vous, chacun a son propre logement, on ne va pas considérer qu'il y a là un beau-parent qui est là. Alors, les différentes configurations de garde sont-elles associées à des niveaux de vie très différents ? Oui, ça c'est quelque chose qu'on a vraiment observé dans les données, où selon les types de garde qu'on vient d'expliquer, il y a des différences assez importantes. Donc, les enfants qui vivent dans des situations de garde partagée égalitaire sont dans des situations de niveau de vie assez similaires à l'ensemble des enfants dont les parents ne sont pas séparés. Les enfants qui vivent uniquement avec leur mère 100% du temps sont dans la situation la plus précaire, en fait. C'est ceux qui ont les conditions de vie les plus mauvaises. Et puis, les enfants qui vivent principalement avec leur mère, mais qui voient encore régulièrement leur père, sont plutôt dans une situation intermédiaire entre les deux. Alors on peut prendre l'exemple de partir en vacances. Donc, est-ce que les enfants partent en vacances, qu'ils ont les moyens de partir en vacances ou pas? Mais si on prend les enfants de parents non séparés, en Wallonie, on a un peu moins de 15% des enfants qui n'ont pas les moyens de partir en vacances. C'est à peu près le même pourcentage, aussi un peu moins de 15%, pour les enfants qui vivent une situation de garde partagée égalitaire entre les deux parents.
on monte à 20% des enfants, donc un enfant sur 5, pour les enfants qui vivent principalement avec leur mère. Et par contre, on atteint presque 50%, presque un enfant sur 2, pour ceux qui vivent uniquement avec leur mère. Et même en cas de garde partagée égalitaire, on observe quand même des différences de situation financière entre les mères et les pères. Donc c'est intéressant, ça du point de vue du genre, quand on compare la situation des mères qui ont les enfants la moitié du temps et des pères qui ont les enfants là aussi la moitié du temps, on observe des différences importantes. Par exemple, au niveau du statut du logement, on a 2 fois plus de locataires parmi les mères que parmi les pères, puisque 2 mères sur 5 qui ont les enfants la moitié du temps sont locataires, contre seulement 1 père sur 5. C'est aussi vrai au niveau des dépenses personnelles que peuvent se permettre les parents. Donc si on regarde, est-ce que les personnes ont la capacité financière, par exemple, d'aller boire un verre avec des amis une fois par mois, mais on a 1 père sur 20 qui a les enfants la moitié du temps chez lui, qui déclare ne pas avoir les moyens d'aller boire un verre, alors que les mères, on arrive à 3 sur 20. Donc c'est à 3 fois plus, donc c'est beaucoup plus fréquent. Mais il faut quand même savoir que c'est quand même sans commune mesure avec les mères qui sont vraiment seules avec leurs enfants, parce que elles, c'est 1 sur 3 en fait qui déclarent ne pas pouvoir aller boire un verre avec des amis une fois par mois. Cependant, on ne peut pas attribuer toutes les différences de niveau de vie à la séparation et à la manière dont celle-ci s'est déroulée. Non, parce qu'en fait, ce ne sont pas les mêmes profils qui se retrouvent dans les différents types de garde. Donc il faut d'abord rappeler qu'on n'a pas d'informations sur la manière dont la séparation s'est déroulée et on a finalement peu d'informations sur la situation sociale, le niveau socio-économique des parents d'avant la séparation. Le seul élément qu'on a, c'est le diplôme du parent, dont on peut faire l'hypothèse, qui est une hypothèse raisonnable, qui n'a pas changé entre le moment où il y a eu la séparation et le moment où l'enquête s'est déroulée. Et là, on voit des différences très importantes de niveau de diplôme selon les types de garde. Donc, si on regarde les parents qui ne sont pas séparés, on regarde le diplôme des mères, on a un peu plus de la moitié qui a un diplôme de l'enseignement supérieur. Donc, ça peut être l'université, ça peut être une haute école, un graduat, un baccalauréat, une licence, un master. On a à peu près la même proportion pour les mères ou les pères qui ont une garde partagée égalitaire, un peu plus que la moitié. Pour les mères qui ont la majorité de la garde, on atteint seulement 1/3 des mères qui ont un diplôme d'enseignement supérieur. Et pour les mères qui ont la totalité de la garde, on est seulement à 1/4 des mères qui ont un diplôme d'enseignement supérieur. Les pères qui ont la totalité de la garde sont aussi très peu diplômés, mais il y en a peu dans l'échantillon, donc c'est pas une donnée qui est extrêmement fiable, mais on a aussi là plutôt des pères peu diplômés. Alors, une petite remarque, c'est visiblement pas non plus les plus aisés qui sont en garde partagée égalitaire, donc parce que on voit que les ménages séparés et qui ont en garde égalitaire n'ont pas finalement des diplômes beaucoup plus élevés que l'ensemble des ménages qui ont des enfants. Donc, on a l'impression, en vue de ces chiffres-là, que les ménages plus aisés, en fait, se séparent moins globalement que les ménages plus pauvres, et quand ils se séparent, ils privilégient alors plutôt la garde égalitaire. Alors, bon, c'est quand même difficile aussi de démêler l'effet du type de garde et de la situation antérieure à la séparation sur les conditions de vie des enfants. On a probablement un double effet, à la fois un effet du type de garde actuel et un effet du niveau antérieur. Quand on fait des analyses plus complexes comme des régressions et qu'on essaye de voir, en mettant dans un modèle les 2 variables qui sont le type de garde et le diplôme, on voit qu'il n'y en a pas une qui est beaucoup plus importante que l'autre. Donc visiblement, on a à la fois un effet de la situation actuelle de garde et un effet du diplôme. Mais le diplôme, il influence aussi le niveau de vie, notamment à travers l'accès à l'emploi. Et donc, ça, c'est clairement le niveau de vie actuel est clairement influencé par le diplôme, mais ce sont des mécanismes qui sont assez complexes. Mais on a clairement un effet de niveau de diplôme. Un faible diplôme rend plus difficile l'accès à l'emploi et rend plus difficile l'accès à un emploi bien rémunéré. Mais on a d'autres éléments qui peuvent complexifier. Donc, si on a des enfants omniprésents, on a plus de travail domestique, c'est plus compliqué donc de travailler et de combiner, par exemple, un emploi à temps plein avec le travail domestique et l'éducation des enfants. On peut aussi avoir des effets liés à une expérience professionnelle antérieure plus faible. Donc, on sait, par exemple, que les femmes moins diplômées sont plus souvent au foyer quand elles sont en couple que les femmes plus diplômées. Donc peut-être que les mères vraiment seules, peu diplômées actuellement maintenant, peut-être ont moins d'expérience professionnelle que les mères en garde alternée. Alors, on a des différences quand même clairement dans l'emploi, la situation d'emploi de parents, d'enfants séparés. Quand on regarde les mères non séparées, en Wallonie, on a à peu près 3/4 qui travaillent et
dans l'ensemble, on a un tiers de toutes celles, y compris celles qui ne travaillent pas, qui travaillent à temps partiel. Alors, les mères qui ont la garde partagée de manière égalitaire, celles qui travaillent le plus en fait, et le plus souvent à temps plein, en comparaison aux chiffres que je viens de citer, en Wallonie, on est à 80% à peu près qui travaillent, et il y a la moitié qui travaillent à temps plein dans l'ensemble. Donc c'est plus. Alors on peut faire une hypothèse où, voilà, comme elles sont séparées, il y a un besoin peut-être d'argent accru, parce qu'il faut, on est seul avec un revenu et il faut avoir comme un logement, etc. Et elles ont quand même du temps pour travailler plus, parce qu'elles n'ont pas les enfants tout le temps, elles n'ont les enfants que la moitié du temps. Alors, les mères qui, elles, ont la majorité de la garde des enfants, sont plus associées au temps partiel, puisqu'on en a 7 sur 10 qui travaillent et 4 sur 10 à temps partiel, donc c'est la catégorie qui travaille le plus à temps partiel. Et les mères, elles, qui ont la totalité de la garde, elles sont plus associées au statut d'allocataire social, puisque c'est là qu'on retrouve la proportion plus importante d'usagers du CPS, de personnes en situation de chômage ou en incapacité de travail. Mais il ne faut pas non plus tomber dans le stéréotype de ces mères qui ont les enfants tout le temps, qui ne travailleraient pas du tout, parce qu'on a un peu plus de la moitié quand même qui travaillent. Alors, nous n'avons pas encore parlé de la question de la pension alimentaire éventuelle. Oui, c'est un élément qu'on a aussi analysé dans l'étude. On voulait savoir est-ce qu'il y avait un soutien financier de l'ex-conjoint. Alors, on a une variable au niveau du ménage qui est est-ce que le ménage perçoit une pension alimentaire. Alors, dans la pension alimentaire, telle que c'est mesuré dans l'enquête, on a plusieurs choses possibles. On a ce qu'on appelle les pensions alimentaires au sens strict, qui peuvent être versées suite à un divorce, donc pour des anciens couples mariés, à l'ex-conjoint, quand il y a vraiment un écart de niveau de vie entre les deux conjoints. On a aussi ce qu'on appelle les contributions alimentaires qui sont plus fréquentes et qui peuvent être dans tous les cas versés quand il y a des enfants, même si le couple n'était pas marié avant. Et on a aussi dedans même les avances du SECAL, donc le service de créance des alimentaires. Alors, on observe évidemment des éléments très différents. Donc, la perception d'une pension alimentaire est presque inexistante pour les pères qui ont la garde partagée. Donc, on regarde les ménages des pères qui ont la moitié du temps. Il n'y en a quasiment pas qui perçoivent des pensions alimentaires. Elle est plutôt faible chez les mères qui ont la garde partagée, mais ça peut se justifier puisqu'elles ont des enfants la moitié du temps. Là, ça concerne à peu près une mère sur 10. Elle est importante chez les mères qui ont la majorité de la garde. Là, ça concerne 6 mères sur 10. Et elle retombe après quand on regarde les mères qui ont la totalité des enfants. Là, on n'est qu'à 3 sur 10. Alors, donc, c'est une minorité de celles-ci. Et c'est celles probablement qui en ont le plus besoin, parce qu'elles sont celles qui ont les enfants tout le temps, ce sont celles qui ont les plus faibles diplômes, qui ont le plus faible participation à l'emploi, et la majorité ne reçoivent pas de pension alimentaire. Alors on peut imaginer différents mécanismes possibles. On peut imaginer que les mères ne veulent plus du tout entendre parler de leur ex-conjoint s'il y a eu des séparations qui sont mal passées. Il y a aussi des chercheuses qui ont travaillé sur la question des pensions alimentaires. Ils remarquaient que quand on fixe le montant, on se base d'abord sur ce que le père peut payer plutôt que sur les besoins des enfants et de la mère. Et donc si les pères sont eux-mêmes très, très pauvres, peut-être qu'on va pas leur demander de payer une pension alimentaire parce qu'ils ne peuvent pas la payer. Alors François, si vous deviez en quelques mots conclure ce podcast avec les grands enseignements de votre étude. Je vais te revenir sur les éléments, moi, qui m'ont le plus marqué quand j'ai étudié cette question. Il y a 3 éléments. Mais d'abord, je ne m'attendais pas à avoir un poids si important d'un espèce de modèle traditionnel, où finalement, quand on regarde, on a quand même une minorité vraiment d'enfants qui sont en garde partagée égalitaire. La situation la plus fréquente, donc 2 enfants sur 5 dont les parents sont séparés, ils sont tout le temps chez la mère. Je ne m'attendais pas à avoir quelque chose à ce niveau-là. Oui. Le deuxième élément sur lequel je voudrais revenir, c'est qu'il y a des différences très importantes de niveau de vie selon les types de garde. Donc les enfants qui sont avec leur mère principalement ou tout le temps sont dans une situation plus précaire que les enfants qui sont en garde partagée. Et c'est différent aussi en termes d'origine sociale des parents. Donc on a vu avec le niveau de diplôme, donc c'est pas les mêmes types de personnes. Et puis le dernier élément, c'est vraiment les mères qui sont vraiment seules tout le temps avec leurs enfants, c'est la situation de précarité dans laquelle elles sont. Parce qu'on voit que sur tous les indicateurs, c'est extrêmement difficile pour elles, en termes de conditions de vie, en termes d'accès à l'emploi, en termes de diplôme, en termes d'absence ou de faiblesse de soutien de leur ex-conjoint. C'était assez marquant, voir à quel point elles étaient dans une situation difficile. Merci François Guesquière de nous avoir parlé de ce rapport de recherche intitulé « Monoparentalité, étude des situations de garde d'enfants de parents séparés » qui est disponible gratuitement sur notre site web dans la rubrique « Publications ». Je vous invite à le lire pour en savoir plus et je vous dis à bientôt pour un nouveau numéro du podcast de l'IWEPS.